Rebonjour. Bonjour. Donc on va vous parler de réutilisation. Donc le talk s'appelle Réutilisation, déconstruire le mythe. Alors, bien entendu, ça ne fonctionne pas quand c'est moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vous parler de réutilisation? Le premier, Ludovic l'a bien dit et Borémy l'a répété, en informatique, on adore la réutilisation. Quand on peut faire une fois, réutiliser plusieurs fois derrière, c'est génial, on a un super ROI, on va plus vite. Et tout le monde en fait, et tout le monde voudrait en faire encore plus, parce que plus on réutilise, plus on va vite, plus on économise d'argent. Par contre, il y a un problème, la réutilisation, on a beau en faire depuis des années, ça reste toujours compliqué, ça ne marche jamais comme on veut, on n'atteint jamais nos objectifs. Et donc, le but de ce talk, c'est de vous faire profiter de nos retours d'expérience sur ce sujet, pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs que nous, on a commises dans nos missions. Donc, on va se présenter. Moi, maintenant, vous me connaissez. Je suis architecte. Oui. Et moi, c'est Safa Mabrouk, architecte assis. Donc, si on réutilise, c'est parce qu'on dit ça ira plus vite, ça coûtera moins cher et sûrement ça limitera les risques. Ou pas, ça peut ne pas être frais. En fait, le reuse, c'est un pari sur l'avenir. Tous les briques que vous ajoutez grâce au reuse vont durer dans votre assis. Vous allez vouloir les faire évoluer et devoir les maintenir. Donc, avant de vous lancer dans un reuse, analysez et étudiez et anticipez les impacts. Alors en fait, ce qu'on va vous expliquer dans le talk, c'est qu'il n'y a pas mais un tas de reuse. On peut faire du reuse du code, on peut faire de l'import de code entre projets, on peut réutiliser des outils, on peut faire des frameworks d'entreprise, réutiliser des services métiers ou avoir des applications métiers mutualisées. Et en fait, chaque reuse a ses particularités, chacun a des avantages, chacun a des inconvénients ou des risques, et dans chacun, on va vous donner les approches qui fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe mieux. Donc le premier cas du reuse, c'est le cas original, c'est le reuse du code. Je suis un développeur, je commence à développer une classe qui va gérer les produits, les créer, les modifier, les supprimer. Je me rends compte que toutes ces fonctionnalités-là peuvent être utilisées ailleurs, donc j'en fais une classe abstracte et je la fournis à mes collègues développeurs. Ça nous fait gagner beaucoup du temps. En fait, la création d'une police d'assurance, c'est la création d'un contrat, d'un produit. Et donc, 90% des règles métiers ont déjà été couvertes. Donc, il suffit juste de surcharger cette méthode et la user story est développée en 2 jours. Ensuite, ça simplifie la maintenance. Le code, il est dans un seul endroit. Dans un seul endroit, on peut corriger les bugs et faire les améliorations nécessaires pour avoir une meilleure performance. Et donc, une maintenance qui est plus simple. Le problème avec le reuse du code, c'est que vous risquez de créer des bouts de code qui sont fortement liés les uns aux autres. Il suffit de changer une ligne dans une méthode ou un comportement dans un if, et vous avez un vieux bout de code qui ne répond plus comme avant. Et c'est plus grave si vous n'avez pas des tests automatisés qui vont vous alerter à temps. Ainsi, vous créez de plus en plus des applications qui sont plus complexes et qui sont plus fragiles. Pour éviter tout cela, on commence par une règle simple. En étant un développeur, avant de penser à factoriser, je me dis, si c'est la 3e fois où je duplique ce code-là, dans ce cas-là, je commence à réfléchir à le factoriser. Avant chaque reuse, posez-vous la question, qu'est-ce que le reuse me fait gagner par rapport à réécrire le code et le tester isolément et proprement? Est-ce que le gain du temps est un mythe ou une vérité? Et à la fin, si le reuse du code s'avère utile, refactorer. Un code vient toujours avec sa valeur métier ajoutée, mais il vient aussi avec ses complexités et ses bugs, et donc refactorer avant de réutiliser le code. Et bien sûr, continuer à ce type de reuse. Le deuxième type de reuse, c'est quand on importe du code entre projets. Par exemple, on a déjà fait un projet dans une certaine techno, on a déjà codé certaines règles métiers, et on se dit, plutôt que de refaire, je vais prendre ce que j'ai fait et je vais le copier dans mon autre projet. Alors, ça a 2 avantages. Le premier, ça permet de gagner du temps, parce qu'effectivement, ça a déjà été développé, les questions, on s'est déjà posé les questions, on a déjà fait les choix, donc on gagne un temps qui est précieux. Et le deuxième avantage, c'est qu'on ne va pas créer de dépendance entre les projets. J'ai mon projet existant avec son code, je le duplique chez moi, il n'y a pas de lien entre les 2 projets derrière, chacun vit sa vie. Par contre, il y a 2 risques, 2 désavantages. Le premier, c'est qu'on a un besoin, on se dit, tiens, sur le projet précédent, j'ai déjà fait un truc qui ressemble. Et j'ai quand même envie de le récupérer parce que je vais gagner du temps. Et le risque, c'est que ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait adapté. Et du coup, comme j'ai envie de gagner du temps, on va avoir tendance à surévaluer
la pertinence du code qu'on va importer, et on va se retrouver avec du code qui n'est pas tout à fait adapté, et du coup, le résultat sera moins adapté que si on s'était reposé les mêmes questions et qu'on avait redéveloppé. Le deuxième désavantage, c'est que souvent, le code qu'on va importer il est plus complexe que le besoin qu'on a, et du coup, quand on va le récupérer, on va avoir du poids mort, on va importer de la dette technique. Et du coup, on va surcharger le code inutilement. Du coup, nos conseils sur ce type de reuse, c'est le même que le premier. Il faut challenger la pertinence en disant je sais que ça marche, mais ça répond grosso modo, mais pas tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux le réimporter ou est-ce qu'il vaut mieux refaire? Sachant que normalement, si vous l'avez déjà fait, si vous dites il vaut mieux le refaire, vous allez vous inspirer des idées, vous allez vous inspirer des décisions, et le refaire, ça ira quand même beaucoup plus vite que le faire la première fois. Et le deuxième conseil, c'est que si vous décidez d'importer du code projet, il faut tout de suite, du code entre projets, il faut tout de suite refactorer le code, tout de suite supprimer le code mort, et pas se dire c'est bien, j'ai fini, je suis pressé, je le ferai plus tard. Parce que toujours pareil, plus tard, c'est jamais, et après, on fait de la dette technique sur le projet. Alors, notre conseil là-dessus, c'est, on a l'impression que l'import du code entre projets, c'est quelque chose qui ne se fait pas assez. On pense tout de suite faire des composants réutilisables, et on n'ose pas copier et dupliquer. Donc, c'est probablement une pratique qu'il faut faire plus souvent. Le nouveau cas de reuse, c'est le reuse des outils. Le reuse des outils se fait via les arbres de décision ou les catalogues. Ces catalogues qui contiennent une multitude d'outils ou des produits sur le marché qui ont été déjà testés, approuvés par les experts de l'entreprise. Ce type de catalogue nous permet de réaliser des économies d'échelle, de grandes économies d'échelle. En fait, on réalise des économies sur les formations, sur les licences, sur les négociations des prestations, sur les approbations de sécurité. Le gain financier, il est direct. Ensuite, ça nous permet de capitaliser sur les compétences et les connaissances. À fur et à mesure que vous utilisez les mêmes outils qui sont sur le catalogue, vous montez en compétences dessus, vous constituez un héritage intellectuel et vous maîtrisez de plus en plus la stack technique qui est utilisée dans votre entreprise. Et à la fin, à force d'utiliser les mêmes outils, vous vous trouvez avec un SI qui est uniforme, homogène et donc facile à gouverner et à faire évoluer. Le problème avec ces catalogues, c'est que vous pouvez vous trouver parfois avec des solutions inadaptées qui ne vous permettent pas de répondre à vos besoins métiers. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec un besoin métier, la reconnaissance faciale pour ouvrir un compte bancaire. C'est un besoin métier exotique, mais il est justifié. Il faut trouver la bonne solution. Le catalogue ne la fournit pas. Vous vous trouvez avec un cocktail d'applications à faire marcher entre les deux et à faire entrer des carrés dans des rangs. L'autre problème, c'est que la plupart du temps, votre catalogue vous fournit les outils dont vous avez besoin. Donc, vous ne pensez pas à les mettre à jour. Et à fur et à mesure, vous perdez cette souplesse de mettre à jour vos outils et vous ne maîtrisez plus le processus pour introduire de nouveaux outils. Donc, pour continuer à utiliser ces catalogues, mais sans aggraver le cas, au début, pour choisir un outil ou une solution, partez du contexte, partez de votre besoin pour savoir quelle solution utiliser. Si l'outil existe dans votre catalogue, prenez-le. Si l'outil a besoin d'être mis à jour ou si vous avez besoin d'un autre outil, prenez un autre outil pour répondre à votre besoin métier. Que ce ne soit pas le catalogue qui décide quel outil utiliser pour quel besoin métier. Ensuite, votre catalogue doit être un outil vivant et évoluant dans votre SI. Il doit être souple, donc musclez-le. N'hésitez pas à mettre à jour des outils, à retirer d'autres et à faire introduire de nouveaux. Donnez plus de liberté à vos projets, que les décisions ne soient pas automatiques, mais que vous les prenez en fonction du contexte. Quatrième type de reuse, normalement il va être assez connu de ceux qui développaient dans les années 90, c'était les frameworks d'entreprise. L'idée c'est d'avoir des frameworks maison avec tout un tas de fonctionnalités techniques, voire métiers, qui permettent aux développeurs de se concentrer sur le développement métier. Donc en théorie, ça a plein d'avantages. Ça permet de gagner du temps, parce qu'effectivement les développeurs, on démarre un nouveau projet, il y a le framework qui est là, qui fournit tout ce dont ils ont besoin. Ça permet alors, normalement ces frameworks d'entreprise, ils sont développés par une équipe spécialisée dans le travail, ils ne travaillent que sur le framework, et donc on a une équipe qui sont spécialisés, qui sont capables de prendre les décisions à fort enjeu technique. Comme ils ne travaillent que sur le framework, ils sont en position d'experts sur ces différents sujets. Donc on se dit, avec des experts, on augmente les chances que les décisions prises soient les bonnes.
Troisième avantage, c'est que l'inverse d'avoir une équipe d'experts, c'est que sur les projets, on peut avoir des développeurs qui maîtrisent bien la partie développement, qui maîtrisent bien la partie métier. Par contre, ils n'ont pas besoin d'avoir une expertise technique sur les outils périphériques, puisque c'est le travail de l'équipe centralisée. Et le dernier avantage, c'est que comme tout le monde utilise les mêmes outils, les bonnes pratiques et les outils, ils peuvent être uniformes d'un projet à l'autre, en disant, voilà, votre code, vous le structurez comme ça, tout le monde a le même outil, tout le monde travaille de la même manière. C'est plus facile en termes de gestion des pratiques, c'est plus facile en termes de gestion des compétences, tout le monde est aligné. Par contre, on l'a appris, les frameworks d'entreprise, c'est quand même pas la panacée. Ça pose quand même tout un tas de problèmes. Le premier, c'est le coupage organisationnel qui est créé entre l'équipe qui s'occupe du framework et les équipes projet. Effectivement, les équipes projet, quand ils ont une demande, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un ticket Jira pour demander à l'équipe framework de rajouter telle fonctionnalité. Et du coup, si à ce moment-là, l'équipe qui s'occupe du framework, elle est surchargée par d'autres demandes, elle ne s'en occupe pas, et le projet métier, lui, il attend. Donc vous créez une dépendance entre deux équipes. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en ayant une équipe dédiée aux questions du framework, ce sont des personnes qui ne sont pas dans les projets, qui sont plus loin du métier, et le risque, à ce moment-là, c'est que les développements qu'elles font, le framework qui est créé, il n'est plus adapté aux besoins des projets. Ils peuvent prendre des décisions qui sont techniquement sensées, peut-être qu'ils sont au courant des derniers outils qui sortent, par contre, ce qu'ils choisissent, ce n'est pas adapté aux besoins de l'entreprise. Le troisième risque, c'est un risque d'obsolescence, parce que souvent, on a du budget au départ pour démarrer, pour créer le framework, et souvent, une fois qu'on a un framework qui tourne, on baisse le budget de l'équipe centrale, et du coup, petit à petit, le framework qui vieillit, et tout le travail théoriquement, le framework, on l'a là pour que les développeurs ils aillent plus vite, il est là pour les aider à choisir les bonnes technos, mais si on n'investit pas dedans, petit à petit, il va vieillir, les technos qu'ils vont proposer, elles vont plus être aussi performantes, parce qu'il y en a d'autres plus nouvelles qui sont arrivées, et pareil au niveau des patterns, c'est plus les patterns qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui fonctionnaient les mieux il y a 10 ans, et petit à petit, la vitesse qu'on est censé gagner, on va la perdre. Le quatrième inconvénient, c'est que du coup, comme les différents projets développent sur ce framework, quand il y a des mises à jour du framework à faire, c'est toujours très compliqué, parce qu'il faut se mettre d'accord entre projets, il y a des problèmes de budget, de calendrier, c'est toujours l'enfer. Et le dernier problème, c'est, j'en ai déjà un peu parlé sur l'obsolescence, c'est quand il y a une nouvelle technologie qu'on veut introduire. Par exemple, vous avez un super framework d'entreprise Java, quand vous faites du développement Java, vous avez déjà tout et les projets gagnent un temps précieux. Et un jour, vous dites, tiens, pour faire de la data science, je ferais bien du Python. Ou pour des nouveaux besoins web, je ferais bien du Node.js. Et là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, la vitesse que vous pouvez gagner avec votre framework, vous ne l'avez plus. Et du coup, c'est un peu paradoxal, c'est que si vous aviez bien bossé pour un outil, vous avez un outil qui fonctionne bien, un framework qui répond bien, mais en fait, ça vous dessert dans votre capacité à avoir des nouvelles technos qui, plus tard, vous permettront peut-être d'aller plus vite. Donc là, quelque part, il y a une prime au perdant, c'est-à-dire que si votre framework d'entreprise n'est pas très bon, ça sera plus facile de pousser des nouvelles technos, mais si votre framework d'entreprise il est bon, ça sera plus difficile. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille là-dessus? Le premier, c'est arrêter de développer des frameworks complètement spécifiques, utiliser des frameworks sur l'étagère, par exemple faites du Spring, utilisez des frameworks comme ça, ils sont fiables, ils sont maintenus, les développeurs les connaissent, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, au lieu d'avoir des frameworks complets qui sont d'un seul tenant, essayez d'avoir des frameworks qui sont à base de briques composables, où les projets ils peuvent prendre les briques qui les intéressent, et les briques qui ne répondent pas à leurs besoins, ils sont capables d'utiliser d'autres solutions. Et de plus en plus, essayez de vous reposer sur des services d'infrastructure, ce que vous fournissent par exemple les services de conteneurs dont on a parlé plus haut, ou ce que vous fournissent ce que vous êtes capable de passer par le réseau, plutôt que de passer par du code. Parce que si par exemple une fonctionnalité elle est fournie par vos conteneurs, ça veut dire que si demain vous voulez changer le langage de programmation, c'est beaucoup plus facile, parce que votre service n'est pas adhérent au langage. L'avant-dernier conseil, c'est essayer de rapprocher les projets de l'équipe qui développe le framework pour améliorer les chances que le framework corresponde bien aux besoins. Et le dernier conseil, investissez dans la maintenance. Comme on l'a dit, effectivement, souvent on met de l'argent au début, et ensuite plus, et ça périclite. Donc notre conseil, arrêtez les frameworks étoiles noires, partez sur des solutions composables et utilisez plutôt l'infrastructure. Un autre cas de reuse, c'est le reuse des services métiers. Vous développez des applications, vous avez de la valeur ajoutée, vous développez des interfaces pour exposer cette valeur ajoutée et pour l'utiliser.
vous exposez ces interfaces au SI. Pour le SI et les autres applications, ça fait un ROI imbattable et un gain du temps considérable. En effet, l'application e-commerce qui vend des t-shirts, elle va besoin de créer un compte pour le nouveau client. Au lieu de créer toutes les règles métiers, il faut juste appeler le service qui crée le compte dans la bonne base avec la bonne application et qui respecte les règles métiers. Et l'application n'a pas besoin de recoder tout cela. À fur et à mesure que vous exposez vos interfaces au SI, vous commencez à créer des contrats d'interface et donc vous commencez à contractualiser vos échanges, à mettre de l'ordre dans vos flux, à définir une stratégie d'intégration dans votre SI, et donc à fur et à mesure, vous limitez le couplage. Ceci dit, la réutilisation des services métiers a ses risques, c'est que dès le début, concevoir une interface qui peut être utilisée par les autres applications, ce n'est pas évident. Les interfaces génériques, dès le premier coup, c'est difficile de les mettre en place. Ensuite, vous créez du couplage organisationnel entre les applications. Si l'application qui crée les comptes est down, l'application qui vend les t-shirts ne peut plus vendre des t-shirts. Vous créez des couplages en termes de disponibilité, de latence, des couplages en termes des équipes. Si l'application A si l'application qui vend des t-shirts veut créer un compte avec un second nom, elle ne peut pas si l'application qui crée le compte ne peut pas ajouter cette nouvelle règle métier. Ce qui fait aussi que la propagation de la mise à jour devient de plus en plus difficile. Le changement des interfaces doit prendre en compte les impacts sur les applications consommatrices. Et de même, si on veut ajouter une nouvelle règle métier, il faut voir si l'application qui l'implémente a le temps de l'implémenter et de l'exposer à temps. Pour pouvoir gérer tout cela, on a deux principes à vous donner. Le premier, c'est la gouvernance. Par la gouvernance, on peut dire la gestion des versions, la définition et la maintenance des SLA, la gouvernance de la data, la gestion des équipes, la gestion des roadmaps. Tous ces points sont difficiles. Ce n'est pas évident de mettre en place une stratégie de gouvernance, mais commencez dès le début, pensez-y dès le début, commencez simple et améliorez cette stratégie à fur et à mesure que votre SI évolue. Ensuite, la règle d'or pour exposer des interfaces, c'est le use before reuse. Pensez votre interface pour votre propre usage dans votre application, pour vos propres besoins métiers. Améliorez-la à fur et à mesure, testez-la, et quand elle est assez mature, exposez-la au reste du SI, et prenez les feedbacks à fur et à mesure, ce qui vous permet de construire à fur et à mesure une API générique. Et vous allez avoir à la fin un résultat cohérent. Donc, continuez à faire de la SOA ou du microservice, comme vous voulez, mais pensez à la gouvernance au début. Dernier type de reuse, le reuse d'applications métiers. À Ludovic, on a parlé ce matin, c'est le cas où on a une application métier qui répond à plusieurs besoins. Soit que ça soit, comme dans l'exemple, c'est-à-dire on a une application, on va la faire fonctionner à la fois pour des clients particuliers ou des professionnels, ou par exemple quand on a une application qui est sur plusieurs domaines, de dire tiens, je suis sur plusieurs pays, je suis en France, en Allemagne, en Italie, je vais utiliser une même application, développer une même application pour plusieurs localisations, alors que le métier n'est pas forcément le même. Alors, ça a quand même des avantages qui sont assez fantastiques. Le premier, c'est la gestion des règles métiers, en disant, même s'il y a des spécificités entre les différents sous-métiers, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, et du coup, la gestion des règles métiers, elle est beaucoup plus simple. Parce que comme le nœud de la guerre, quand on développe des applications, c'est les règles métiers, de pouvoir rassembler des règles métiers au même endroit, c'est vraiment super. Et le deuxième avantage, c'est que comme le niveau de reuse par rapport au cas précédent, il est beaucoup plus gros, parce qu'on réutilise des morceaux de code beaucoup plus gros, le ROI, il est encore mieux. Donc c'est vraiment très attirant comme type de reuse, pour ça tout le monde a envie de se faire ce genre de choses. Par contre, il y a quand même des gros risques, du coup on a mis des têtes de mort. Le premier, c'est la complexité. Déjà, souvent, faire une application qui répond à un besoin métier, c'est déjà difficile. C'est-à-dire, les technologies avancent, on sait faire de l'agile, des choses comme ça, mais déjà faire un projet, c'est déjà un vrai travail. Réussir à faire un projet qui répond à plusieurs besoins, souvent c'est un vrai piège et ça finit mal. Le deuxième, c'est le risque d'inadaptation. En disant, j'ai un besoin, j'ai plusieurs besoins qui se ressemblent, je vais faire du même code paramétrable qui répond à tous les besoins. Et dans ce cas-là, le risque, c'est que, grosso modo, le code que vous écrivez, il va répondre à aucun besoin et vous satisfaisez personne. Et le dernier problème, c'est la difficulté des arbitrages. Quand vous êtes IT et qu'en face de vous, vous avez plusieurs lignes métiers, généralement, ça finit mal parce que vous vous retrouvez à devoir arbitrer entre plusieurs demandes. Vous avez deux chefs entre vous qui ne sont pas d'accord et vous êtes seul et vous n'avez pas la légitimité pour choisir. Donc en termes d'arbitrage, c'est très très compliqué. Donc ce qu'on vous conseille dans ce type d'approche, le premier, c'est d'avoir une vision produit unique. Si un
un logiciel est utilisé par 2 applications métiers, par 2 besoins métiers, il faut qu'il y ait une personne du métier central qui pilote les 2. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, avoir quelqu'un de l'IT qui doit prendre des décisions en face de 2 demandes métiers, ça finit toujours mal. Donc si vous vous dites « je veux faire du reuse », à ce moment-là, il faut que côté métier, il y ait un changement organisationnel pour qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé et qui porte cette vision produit unique. Le deuxième, c'est que le deuxième conseil, c'est que souvent, ces projets d'application métiers réutilisés, ce sont des métiers ce sont des projets qui sont compliqués. Et souvent, ils sont aussi compliqués du côté métier que du niveau technique. Et donc, ce sont des projets dans lesquels la gouvernance technique est assez importante. Donc, il faut faire attention. Vous vous dites, ce sont que des projets métiers, il n'y a pas besoin de mettre plus d'architectes ou d'avoir des développeurs plus seniors que d'habitude. Alors qu'en fait, si. La complexité métier va produire de la complexité technique, donc il faut une bonne gouvernance technique sur ces projets. Donc, notre conseil sur ce type d'application, c'est attirant, ça permet d'avoir des super retours sur investissement, mais par contre, il faut faire très attention, ce sont des projets plutôt risqués. Donc, réfléchissez avant de vous lancer. Le takeaway, donc on vous l'a dit, il n'y a pas un, mais des reuse. Donc, vous dites pas, je vais réutiliser, ça va être top. Dites-vous, j'ai un besoin, j'ai envie de faire ça, quel est le type de reuse qui va y répondre et comment je dois m'y prendre derrière pour que ça fonctionne. Donc, comme on l'a dit, réutiliser, c'est toujours un pari sur l'avenir en disant je fais ça maintenant pour aller plus vite plus tard. Et donc, ça veut dire, effectivement, si vous ne voulez pas vous tromper, il faut bien réfléchir, il faut bien savoir où vous allez. Donc, use before reuse, comme Ludovic l'a dit, le mieux c'est de vous utiliser une fois, 2 fois, et la 3e fois, vous vous dites, là, je peux commencer à capitaliser. Faites attention aux coûts de maintenance. Et le dernier, faire du reuse, ça crée des contraintes organisationnelles et techniques, ça crée des biens. Donc, quand vous vous dites je vais réutiliser, réfléchissez aux effets de ces contraintes. Si vous dites je vais créer une dépendance entre 2 équipes, il faut bien être prêt aux conséquences qui vont être enclenchées par ce type de choses. Avant-dernier conseil, osez changer d'avis. C'est qu'effectivement, vous vous lancez dans un projet de reuse et ça ne fait pas le job. Osez vous dire, en fait, je vais détricoter, je vais copier-coller mon projet en 2 parties et chacun va vivre sa vie parce qu'à un moment, j'ai fait un pari et ce n'est pas le bon et donc on change d'avis. Donc, osez changer d'avis. Et le dernier, c'est faire du reuse, on le fait parce que développer, ça prend du temps, développer, c'est cher. Et du coup, on veut réutiliser. Donc, soit ce que vous pouvez faire, vous améliorez votre capacité au reuse, mais l'autre possibilité, c'est de dire, je vais apprendre à développer mieux, je vais apprendre à développer moins cher, et du coup, je vais moins envie de faire du reuse. Et du coup, c'est une manière de résoudre les problèmes de reuse. En développant mieux, vous ferez moins de reuse, et ça se passera mieux. Merci. Merci.